Merci. Yaolana, bonjour. Alors, ce que nous allons vous présenter est issu d'une enquête empirique qui a été réalisée à Nutania et à Papeari au début de l'année 2003 ans. C'est une recherche qui a été menée en réponse à un appel de l'administration financière de la mission Outre-mer qui portait, je cite, sur la pertinence d'une prise en charge spécifique pour les populations autochtones maoris de Polynésie française et Kanak de Nouvelle-Calédonie. Alors, le contexte général de cette commande publique, c'était celui de la nécessité de l'individualisation du suivi des personnes pour de justice, la nécessité d'une meilleure connaissance des conditions de la désistance afin de prévenir la récidive, et le contexte d'une redéfinition des formes d'intervention des professionnels, et notamment ceux. Il y avait également des contextes particuliers, qui étaient ceux de la question de la reconnaissance par l'institution des spécificités socioculturelles, que cette reconnaissance soit d'ailleurs revendiquée par les premiers intéressés ou non. Et puis, à peu près, oui. Et puis, il y avait également l'ouverture donc du centre de Tatutu Papeari en 2017 et l'ouverture prochaine du centre de Koné en province nord de la Nouvelle-Calédonie. Alors, ce que nous savions, avant de commencer notre enquête ici, était que ce qui caractérisait la détention en Polynésie française, c'était un taux d'incarcération 2 fois plus élevé qu'en métropole, un taux de réitération dont l'ancien directeur du SPIP, Lionel Lecomte, me disait qu'il était important. En janvier 2019, au moment du début de l'enquête, il y avait 530 détenus, plus de 2000 personnes suivies en milieu ouvert. On savait également que les violences sexuelles et intrafamiliales étaient 3 à 4 fois plus élevées qu'en métropole. On savait aussi que l'actualité des dernières années avait été marquée par l'apparition d'un nouveau profil de détenus avec la problématique de la consommation et du trafic de méthamphétamine, l'ICE. Ce que nous savions grâce à une enquête de Inamei qu'on a aperçue tout à l'heure, qui avait fait cette enquête à Nutania en 2016, c'était que le détenu, alors détenu type, ça n'existe pas, mais enfin le détenu modal, on va dire, c'est un homme né sur le territoire, sans diplôme, peu inséré économiquement avant l'incarcération, dont la famille vit en dessous du seuil de pauvreté, et last but not least, on va être amené à en reparler, il se déclare bilingue français plus une langue polynésienne. Et enfin, dernier élément, nous étions à un moment charnière puisque Tatutu Papeari avait ouvert 1 an et demi plus tôt, donc sans être complètement en phase de rodage. On avait une détention qui risquait et qui était déjà changée, mais qui risquait d'être radicalement bouleversée par l'ouverture de Tatutu. Alors, le dernier élément que nous avions en tête, grâce à des lectures, c'est que, vu de l'extérieur, eu égard au profil des détenus et aux conditions de détention, avant l'ouverture de Tatutu, l'avis général est que la détention se passe bien. Et pour n'en prendre qu'un exemple, je vais citer ici Jean-Jacques Urvoas, qui était alors président de la commission des lois et qui expliquait pour sa part en ces termes dans un rapport d'information sur la Polynésie française en juillet 2015 pourquoi la détention se passe bien en Polynésie française. Je le cite. L'attitude des détenus explique aussi ce climat particulier. La culture polynésienne, qui repose sur la vie en communauté et une grande religiosité, qui fait comprendre le sens de la sanction, conduit les personnes incarcérées à accepter leur détention, aussi pénible puisse-t-elle être. Fin de citation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai choisi cet exemple-là, mais en fait, il y en a plein. Depuis qu'on a des avis sur la manière dont se passe la détention en Polynésie française, on a ce type d'énoncé qui participe, on y reviendra j'espère dans une discussion plus tard dans la journée, peut-être d'une forme de culturalisme d'État, une manière d'exotiser, d'altériser la Polynésie assez intéressante et tant bien même l'évidence empirique nous dit le contraire. Je relisais récemment des archives qui portaient sur la mutinerie de 78 à Nutania. Quelques mois après cette mutinerie, on a le garde des Sceaux qui demande au ministère des Dom-Tom de faire remonter ce qui se passe à Nutania, et on a un dénoncé qui est totalement comparable à celui d'Urvoas, alors même que quelques semaines plus tôt, il y a quand même un surveillant qui s'est fait défoncer le crâne à coups de pied d'une table. Donc on peut avoir une détention qui n'est pas aussi calme du tout, et par ailleurs la mutinerie de 78, elle venait après d'autres mutineries et d'autres types d'incidences qui existaient depuis l'ouverture de Nutania en 70. Mais pour autant, on continue à avoir une réalité d'un côté et un discours sur cette réalité, une représentation de la manière dont les choses se passent. Et on voulait interroger cette représentation, et on s'est dit que notre enquête se devait de tester un certain nombre d'hypothèses. La première d'entre elles, c'est que la détention se passe bien du point de vue de l'institution, et notamment en comparaison avec d'autres contextes métropolitains et ultramarins,
ne préjuge pas de la manière dont elle est vécue par les intéressés. En gros, au royaume des aveugles, le borgne est roi. Deuxièmement, la grande religiosité d'une partie des détenus peut être assimilée à la partie émergée de l'iceberg d'une part et ne préjuge pas de son rôle effectif dans la désistance d'autre part. Troisièmement, la mobilisation de la différence culturelle, si elle doit dispenser de s'interroger sur d'autres spécificités, fait obstacle à la compréhension de ce qui se passe réellement en détention. Quatrièmement, la compréhension par les individus du sens de la sanction pénale qui leur est infligée et partant son acceptation ne saurait se mesurer à la température moyenne du climat en détention, comme semble en attester des taux de réitération importants. Cinquièmement, le silence et la passivité ne valent pas nécessairement un consentement. Et là, je voudrais dire quelque chose qui n'a pas été dit. Ça fait 2h30 qu'on est ensemble. Il y a énormément de choses qui ont été dites sur l'outre-mer, mais il y a quelque chose qui n'a pas été dit de manière un petit peu étonnante, c'est qu'on est dans une société post-coloniale. À savoir que la Polynésie a été colonisée par la France. Ça, c'est un fait historique. Alors, on peut interroger et débattre autant qu'on veut des conséquences que ça peut avoir, du legs colonial, de l'héritage, de ce qui reste dans les rapports sociaux de la colonialité, mais on ne peut pas ne pas en parler. C'est quand même ce qui fait le dénominateur commun des territoires de l'outre-mer. Et en toute hypothèse, je dis bien en toute hypothèse, ça a de l'importance ici aussi. Le propre d'une société post-coloniale, c'est d'être à double fond, pour reprendre l'expression des politologues de nos collègues Bayard et Bertrand. À savoir que les sociétés colonisées ont développé des répertoires d'action enclins à la ruse et à la dissimulation qui placent les rapports sociaux sous le sceau de malentendus qui peuvent être tout à fait fonctionnels dans un objectif particulier, ici le calme en détention, mais très improductifs dans un autre, ici par exemple la prévention de la récidive. Ce qui marque une société postcoloniale, c'est le caractère d'inauthenticité des rapports sociaux fondamentalement, et ça il faut en permanence le garder en tête et toujours essayer d'aller au-delà des apparences. Enfin, il n'est pas exclu qu'on puisse porter sa peine, comme on dit ici, dignement, sans que cette peine fasse sens. Alors, notre protocole d'enquête a consisté à mener 3 enquêtes complémentaires, une enquête auprès des personnels, quelques conseillers de probation, trop peu, des surveillants, leur encadrement, une enquête que j'ai conduite moi-même, et puis une enquête auprès de détenus et de familles de détenus, conduite par un binôme de chercheurs, donc alternativement moi-même et Jacques Vernodon, et moi-même et Miros Paya, qui est ici dans la salle, mais qui, parce qu'elle nous fait confiance, nous a laissé parler en son nom. Alors, s'agissant des détenus, nous en avons rencontré 12 au total, c'est très peu, et en même temps, on les a rencontrés de manière un petit peu approfondie, 10 hommes, 2 femmes, on les a rencontrés 2 fois. Une première fois pour qu'ils nous parlent de leur parcours avant l'incarcération, et une seconde fois pour qu'ils nous parlent de leur vie en détention. Nous les avons rencontrés dans une diversité de leur parcours pénal, leur âge, leur origine sociale, leur connaissance et leur usage d'une langue polynésienne. Les personnes rencontrées, en particulier les détenus, étaient libres de s'exprimer en français ou en tahitien ou dans une variété locale du français. C'était un choix de notre part. Les questions étaient posées systématiquement dans les 2 langues et donc les détenus avaient le choix d'utiliser l'une ou l'autre langue. Et donc ce choix avait une finalité méthodologique, c'est-à-dire qu'il permettait de réduire l'asymétrie entre nous, enquêteurs, et les personnes impliquées dans l'usage de la langue. Et c'est aussi un choix éthique, permettre aux détenus de s'exprimer dans les langues dans lesquelles ils se sentent le plus à l'aise. Alors, je commencerai par vous donner quelques statistiques sur la question linguistique, statistiques issues de l'enquête menée par Inam Hey à Nuuk-Pania en 2016, sur la base du déclaratif. 92% des détenus hommes déclarés, donc en 2016, parlaient le français, contre 8% qui disaient ne pas maîtriser cette langue. 92% ont déclaré parler une langue polynésienne, très majoritairement le tahitien, 86% d'entre eux. Alors, si on s'en tient à ces données quantitatives, qui, je le rappelle, relèvent du déclaratif, on pourrait penser que plus de 90% des détenus sont bilingues, en tout cas au moins à l'oral. Et l'observation directe que nous avons pu réaliser à l'occasion des rencontres avec les détenus nous font penser qu'il existe en fait une grande disparité dans les niveaux de compétences langagières en fonction des générations. Alors très schématiquement, hein, c'est un modèle dont on peut discuter plus tard parce qu'il y a des trajectoires individuelles qui sont différentes, mais très schématiquement, on peut distinguer, disons, 3 profils. D'abord, les détenus les plus âgés, nés avant les années 60,
qui parlent préférentiellement en tahitien et ont souvent des compétences limitées en français. Puis vous avez une tranche d'âge intermédiaire, ceux qui sont nés entre 1960 et 1980, qui ont grandi dans un environnement familial et social qui était à l'époque encore largement polynésianophone. C'est-à-dire on entendait parler les langues polynésiennes et on parlait encore les langues polynésiennes aux enfants à cette époque-là. Et donc ces enfants, enfin ces détenus, lorsqu'ils étaient enfants, ont appris le français davantage à l'école, dans des conditions scolaires dont on verra tout à l'heure qu'elles étaient plus ou moins chaotiques, ou bien plus tard durant leur vie professionnelle. Et donc ces personnes entretiennent un rapport ambivalent au français qu'ils parlent, mais ils basculent régulièrement en tahitien au gré des circonstances quand ils le peuvent. Et donc ils ont un discours aussi sur les langues. Alors je vais citer quelques détenus, tous les noms évidemment ont été modifiés. Donc ici, Virgile, qui a la cinquantaine, nous dit « Ici, nous avons des âges, ici, nous avons des gens à notre âge, nous, on parle en tahitien. Et quand c'est des jeunes, on parle en français. » Alors, ces détenus manifestent régulièrement leur préférence pour le tahitien. Je parle de la classe intermédiaire. Ils estiment moins complexe, je les cite, ou plus efficace. Franck, par exemple, dit, Franck qui a la soixantaine, « La langue française est perplexe. Les mots sont complexes. » Alors qu'en tahitien, c'est direct. Et puis Paul, la quarantaine, alors qu'il nous parle en tahitien, mais je vais traduire directement. Oui, évidemment, on discute. Quand l'un d'entre nous a des problèmes, nous en parlons uniquement en tahitien. C'est plus efficace pour nous. Donc, ceux qui parlent tahitien, mais un papou à haine au mato. Enfin, le troisième si vous voulez, la troisième tranche d'âge, c'est celle des plus jeunes, qui sont nés, disons, à partir des années 80. Ceux-là n'ont pas le français seulement comme langue de scolarisation, c'est devenu, à cette époque-là, leur principale langue de socialisation, c'est-à-dire que dans leur milieu familial, c'est dans cette langue que leurs parents leur ont parlé le plus souvent, alors dans une variété locale du français, une variété qui emprunte parfois des mots au tahitien ou à d'autres langues, et cette forme mixte qui est en perpétuelle transformation, que les jeunes eux-mêmes retravaillent, est employée entre pairs de la même classe d'âge, à dessein avec une fonction cryptique, c'est-à-dire pour ne pas être compris des autres, et en particulier des plus âgés, et en détention pour ne pas être compris des surveillants. Alors celui qui en parle le mieux, c'est Franck, qui parle des jeunes, et voilà ce qu'il nous dit. Les jeunes, est-ce qu'ils sont en train d'inventer une langue? C'est ça ma question. Le plus beau, c'est qu'ils se comprennent. Mais nous, on comprend que dalle. On les regarde, on les écoute, on se marre, on pique. C'est quoi votre mea? C'est quoi votre salade? Après, ils expliquent. Ça veut dire ça, c'est pour ça. C'est toujours vis-à-vis de la surveillance. Le détenu, c'est comme aux échecs. Il a toujours un coup d'avance sur la surveillance. Alors, je vais faire un petit détour théorique en citant un auteur qui est psychologue et linguiste, qui s'appelle Jim Cummins, qui travaille sur le bilinguisme en milieu scolaire. Et donc, Jim Cummins distingue dans ses travaux ce qu'il appelle les capacités communicatives interpersonnelles de base. Alors, c'est un peu long, mais je vais y revenir. Et puis, la maîtrise de la langue académique. Donc, vous voyez, il y a deux concepts. Alors, la capacité communicative interpersonnelle de base, c'est quoi? C'est la capacité à tenir une conversation contextualisée, dont on parle de choses qu'on connaît bien, et en présence des éléments. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décontextualisation et ce n'est pas forcément une discussion très technique. Et donc, cette capacité communicative de base, disons, elle est acquise relativement facilement à l'oral en quelques années à travers des interactions sociales en immersion dans la langue cible. Donc ici, ça serait le... En revanche, la langue académique, elle se construit, la langue des savoirs, elle se construit grâce à une fréquentation assidue et efficace d'un système d'enseignement formel pendant plusieurs années. Et donc, Cummins nous met en garde en disant, attention, on peut être dans l'illusion. C'est-à-dire qu'on peut avoir en face de soi, alors lui, il parle d'élèves à l'école, mais on peut avoir en face de soi des individus dont on a l'impression qu'ils parlent une langue de manière fluide, mais en fait, ils n'ont pas la compétence académique scolaire. Et donc, cette illusion, elle a des incidences ensuite en termes d'évaluation et d'identification des profils des élèves pour des régulations. Mais on a donc transposé ce double concept dans le cas de nos enquêtes et nous avons le sentiment que cet écart que souligne Cummins existe également
dans le cadre des entretiens que nous avons eus. Cette fluidité conversationnelle ne garantit pas une compréhension fine du vocabulaire et des constructions plus complexes, en particulier pour un usage technique et décontextualisé du langage. Ainsi, tous les détenus que nous avons rencontrés interagissent à l'oral en français de manière relativement fluide, et cette fluidité peut laisser croire qu'ils sont en mesure de comprendre et d'exprimer, en passant exclusivement par le français, ce qui est utile, entre autres, au travail réflexif sur leur peine. L'analyse attentive des entretiens révèle en fait que les malentendus sont nombreux et que plusieurs termes techniques, juridiques ou psychologiques ne sont pas compris. Alors, à nouveau, je vais citer un exemple de verbatim. Donc, un détenu accusé d'assassinat hésite sur la qualification de l'homicide et laisse en suspens la part de préméditation de son geste. Donc, c'est Paul qui dit « Pourquoi moi je suis arrivé en prison? C'est meurtre, assassinat, un truc comme ça. Si moi je me souviens bien, meurtre, assassinat, c'était dans ce genre-là. » Alors, cette ambiguïté, elle porte aussi sur des mots plus courants. Par exemple, on discute avec lui, on lui demande « Mais quel sens ça a? Le sens de la peine, c'est ambigu. » Paul, bigu? Tu peux revenir sur la question? Bigu? Qu'est-ce que ça veut dire, bigu? Le même poursuit. La France m'a mis dans ses bras. Pourquoi? Pour me protéger, moi-même d'abord. Pour que ne plus que je fasse encore d'autres bêtises. Mais s'il me punit comme ça, je vais accepter? Pourquoi? Je ne comprends pas vraiment. Les Tahitiens, ils sont vraiment fous. Pourquoi? Ils ne comprennent pas. Ils disent seulement oui, 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 oui. Mais alors, ils n'ont rien compris. Ils te disent oui sans rien comprendre. Ici, en Polynésie, on nous a inclus la loi française. Les mots sont vraiment spécifiques, scientifiques, on va dire, mais les Tahitiens ne comprennent pas vraiment. Le sentiment, si ce n'est d'incompréhension, à tout le moins de mauvaise compréhension, est partagé par cet autre détenu qui mesure combien sa maîtrise imparfaite du français a fragilisé sa défense. Donc c'est Virgile qui a la cinquantaine et qui dit « Nous, on est toujours dans des problèmes pour la langue en français. Parce que dans les jugements en français, des fois, peut-être le juge, eux, ils comprennent bien. Mais nous, on dit ce que nous, on comprend. Mais parfois, ce n'est pas vraiment le vrai mot quand on dit. » Le même revient longuement et à plusieurs reprises sur la question du malentendu et de l'asymétrie des entretiens avec les psychologues et sur l'emploi par ces derniers d'un vocabulaire technique qui lui échappe. Mais par rapport, quand tu es en français, souvent, quand on parle, même avec les psychologues, des fois, ils nous demandent quelque chose. Après, on est perdu là pour répondre en français. Alors on est là à dire « Ah, comment je vais dire ce truc-là ?» Alors, ils nous donnent un mot pour expliquer ce que tu veux dire. Des fois, est-ce que c'est juste que quand ils te posent ce mot, alors tu dis « Ah oui, oui, c'est ça. » Peut-être c'est pas forcément ça. Seuls les plus désinhibés des détenus surmontent leur appréhension, autrement, on acquiesce et on se tait. Le mutisme, c'est encore la meilleure option quand devant le juge ou le psychologue, auquel on en dit le moins possible de peur d'être pris au piège de ses propres quiproquos. Donc, par rapport à ce malentendu, cette question du malentendu, dans un contexte diglossique postcolonial, comme l'a évoqué Marie, où le français est langue dominante, Natacha Gagné, qui est une anthropologue québécoise qui a enquêté sur la justice foraine en Polynésie française, rappelle que l'institution judiciaire a tendance à sous-estimer les difficultés liées à la non-maîtrise du français. Alors, elle rapporte, un avocat POPA m'expliquait que, ouvre les guillemets, quand la confiance est instaurée, ils, sous-entendu les détenus, ou les justiciables, ils peuvent s'exprimer sans honte et on arrive à communiquer directement. De toute façon, avec des gestes, ils finissent par se comprendre, il n'y a aucun problème. Fermez les guillemets. Donc, Natacha Gagné poursuit. Cette propension à diminuer l'importance des difficultés de nature linguistique s'exprime lors des audiences par des formules affirmatives de certains juges qui n'appellent pas de réponse de la part des justiciables, telles que, ouvrez les guillemets, « Tu parles français, n'est-ce pas? L'école est obligatoire depuis 1945. » Alors, revenons justement sur la question de l'école, qui est le lieu où les détenus sont censés avoir appris le français. Et là, pour vous montrer l'écart qu'il y a entre l'idéal institutionnel, c'est vrai, il y a l'école, et les détenus sont passés par l'école, et la réalité des trajectoires personnelles, je vais citer Virgile, la cinquantaine. Quand j'étais jeune, en ce temps-là, je travaillais pas bien à l'école parce que j'aidais ma maman. Et on quittait chez nous à 2 heures du matin.
Parce que comme elle travaillait à la mairie, elle nettoyait dans la ville. Il fallait aller de bonne heure pour qu'on puisse bien nettoyer, que les voitures ne stationnent pas sur les endroits où on travaille. J'avais l'âge de 8 ans quand j'avais commencé avec ma maman. Elle allait de bonne heure à pied, elle n'a pas de voiture. Et jusqu'à l'heure de 5 heures, on a tout terminé, je rentre à la maison, fatigué quand même. Et puis je reprends l'école. Par rapport, parfois, je dors dans la classe. Et j'avançais pas. Et puis à l'âge de 14 ans, comme mon père, il faisait des constructions de maisons, j'ai travaillé avec mon père, j'ai arrêté l'école en 6e. L'enquête révèle que la posture professionnelle des agents non polynésiens de l'administration, personnel de direction, psychologues, avocats, magistrats, CPIP, etc., les amène aussi parfois à minimiser les enjeux d'une moindre maîtrise du français standard, tenant pour acquis qu'en tant que langue officielle et langue de scolarisation, cette langue est partagée. On peut faire l'hypothèse que, faute d'avoir prise sur une situation linguistique qu'ils ne maîtrisent pas, ils préfèrent ignorer l'ampleur des malentendus et des défauts de compréhension. De l'expertise psychiatrique à l'audience pénale, de la rédaction d'un message écrit en détention à celle d'un curriculum vitae pour préparer la sortie, les compétences linguistiques effectives des détenus sont un angle mort de leur prise en charge par l'institution. Il faut cependant nuancer le constat général pour les personnels originaires de Polynésie française, lesquels ont une sensibilité différente aux questions linguistiques. Je citerai un surveillant de Nutania en milieu de carrière. Tous les jours, je reçois des détenus en urgence. Dernièrement, j'en ai reçu un qui était passé aux assises la semaine dernière. Il a pris perpétuité. Au tribunal, il n'a rien compris. Perpète, il n'a rien compris. La période de sûreté, il n'a rien compris. J'ai dû lui expliquer de A à Z. Après, il y a la barrière de la langue. Il parle que tahitien. Il comprend le français, mais juste bonjour, au revoir, rien d'autre. Rien qu'avec son avocat, il ne parle que français. Et lui, il ne comprend pas un mot de français. Je lui ai posé la question. Vous avez fait comment pour bâtir votre défense? Il m'a dit, sous-entendu l'avocat, il me disait ça, je disais oui. Il me disait ça, je disais oui. Ce monsieur, il n'est pas allé à l'école, il a appris à lire et à écrire ici en détention. L'obligation de soins? Bonne question. Je lui ai demandé, tu vois la psychiatre, la psychologue? Elle parle français. Ce sont des Français. Je lui ai dit, tu fais comment? Il m'a dit, je fais avec. Je reprends. Donc, notre recherche, elle est disponible sous la forme d'un rapport de 500 pages. Elle portait aussi sur la Nouvelle-Calédonie, qui est disponible pour ceux qui ont accès à l'intranet du ministère de la Justice. Pour les autres, on peut, à votre demande, vous le communiquer. Et pour ceux qui auraient la flemme de lire 500 pages, on en a une version beaucoup plus courte qui a été publiée dans un numéro des cahiers d'études pénitentiaires et criminologiques en 2020, le numéro 54, donc en accès libre, et qui fait une vingtaine de pages. Et un livre qu'on a souhaité grand public sera publié dans le courant de l'année prochaine, en 2023, par l'éditeur local Au Vent des Îles. Alors, la commande publique évoquait le fait que, je cite, « le risque persiste de réduire à des enjeux culturels des problématiques qui peuvent en réalité avoir une composante sociale forte. Les caractéristiques des publics que nous avons rencontrés en détention relèvent pour partie, c'est vrai, de leur identité polynésienne, mais également, il ne faut jamais l'oublier, de leur commune appartenance à des milieux populaires, à des quartiers déshérités, à des familles déstructurées, à des segments de la société qui ont subi de plein fouet les effets du changement social rapide qui s'est opéré avec l'installation du CEP il y a un demi-siècle et qui ont aussi été les premières victimes de la crise économique et sociale que traverse le pays depuis la fin des essais. Sauf à chercher à tout prix à exotiser les situations, à altériser les récits, il faut constater, et ça c'est notre conviction profonde à l'issue de cette enquête, qu'un détenu polynésien est d'abord un détenu. La privation de liberté, l'éloignement des proches, la vie quotidienne dans cette institution qu'est la prison semble produire pour une grande partie les mêmes effets que ceux décrits ailleurs. Les violences, notamment psychiques, le choc carcéral, l'ennui, les doutes sur l'avenir, la honte de soi, la peur des autres, la nécessité de se constituer une identité de tolard pour résister à la pression, le remords, le désespoir, etc. Les solutions qui se contenteraient de proposer de renforcer la prise en compte de la culture polynésienne risqueraient de fonctionner, à notre avis, comme un écho de fumée parce qu'elles masqueraient la prégnance d'autres déterminants en entretenant l'illusion selon laquelle il faudrait et il suffirait d'injecter un peu de culture dans la prise en charge pour résoudre les problèmes. Pour autant, les compétences linguistiques effectives des détenus semblent bien un angle mort de leur prise en charge par l'institution. Alors je citerai Antoine Culioli, linguiste, qui dit de manière générale en matière de communication humaine, grâce au langage, la compréhension
est un cas particulier du malentendu. Ça, c'est déjà en situation normale. Mais que dire alors quand on est dans une situation où vous avez affaire à des gens dont le français n'est pas forcément la langue maternelle et quand il s'agit de manipuler des termes techniques, juridiques ou psychologiques. Nous défendons ici le principe qu'un écart est manifeste chez les détenus entre une relative fluidité conversationnelle en français, qui peut faire illusion, et un déficit de compréhension fine, toujours en français, de nombreux termes qui sont utiles à la fois à la qualification du crime, à l'interprétation du sens de la peine et au travail d'accompagnement psychologique pour favoriser la désistance. L'illusion peut être accentuée par l'apparent consentement des détenus ou par leur silence et leur passivité face au discours expert de l'homme de loi ou du psychologue. Cette compréhension très approximative ne permet probablement pas, pour de nombreux détenus, un retour critique sur leur acte et sur le sens de leur peine dans le cadre de ce qui est attendu par la justice. Pour le moment, face aux malentendus et aux défauts de compréhension qui émaillent les interactions quotidiennes, on fait avec, pour reprendre la tournure d'un détenu. Mais on fait surtout comme si. Du point de vue des personnels strictement francophones, on fait comme si la compréhension en français allait de soi, parce que c'est la langue officielle, c'est la langue de l'école, que l'école est obligatoire, etc. Et du point de vue des détenus, on fait comme si on comprenait, parce que ça fait honte, et de reconnaître le contraire. On se tait, on acquiesce, mais cette stratégie de résilience se révèle contre-productive car elle masque le malentendu derrière un acquiescement silencieux ou donne l'impression d'une personne qui serait limitée au plan intellectuel alors qu'elle ne l'est qu'au plan de sa capacité à communiquer en français. Elle donne l'impression d'une personne frustre alors qu'elle est surtout frustrée des moyens de communiquer adéquatement. Il nous paraît donc de toute première importance que les questions linguistiques soient davantage prises en compte au nom de la dignité des détenus, mais au nom aussi du sens que doit avoir la peine et, in fine, au nom de l'équité. Alors, pour anticiper sur une question à laquelle nous ne pourrons pas répondre, parce que nous ne sommes pas du tout des spécialistes de la prison, loin s'en faut. En fait, on n'y connaît pas grand-chose, si ce n'est ce qu'on y a vu ici pendant une enquête assez courte, qu'on continue, hein, ceci dit. La question toujours, c'est que faut-il faire? Il faut toujours des recommandations d'experts. Nous, on n'est pas du tout experts, donc on peut quand même dire que notre sentiment, c'est que la question d'une formalisation, d'une prise en compte plus grande de la réalité culturelle polynésienne, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas posée par ceux qui pourraient en bénéficier, aussi bien du côté des personnels que des détenus. Et quelquefois, on a vraiment eu le sentiment qu'on était en train de répondre, ou que l'administration pénitentiaire, vue de Paris, se posait une question qui ne se posait pas ici. Bon, ceci étant dit, peut-être faut-il viser une sorte d'optimum de prise en compte des réalités locales qui reposerait très largement sur des normes non écrites et des pratiques non codifiées. Alors là, je ne vais pas faire plaisir aux juristes, mais on n'est pas juriste non plus. Donc on va se permettre de le dire. Dans le respect des missions de service public, il n'est pas sûr qu'il y ait avantage et intérêt à davantage institutionnaliser la prise en compte des réalités locales, qui est déjà existante. Et donc, il n'est pas évident qu'il y ait grand intérêt à modifier cet état de fait. Peut-être qu'il faut progresser dans notre connaissance des réalités sociolinguistiques, peut-être faire de la sensibilisation, peut-être porter un autre regard sur les détenus et peut-être bien interpréter leur capacité ou leur incapacité à communiquer, mais pour le reste, formaliser davantage, ça ne nous paraît pas être une des priorités que doit se fixer l'administration pénitentiaire. Merci de votre attention.